Donc la question, évidemment, c'est pourquoi Mein Kampf? Pourquoi une édition critique de Mein Kampf en français? La réponse, à mon avis, est simple. Certes, il s'agit d'un brûlot, d'un livre pétri de haine, un livre qui incite à la haine raciale, en particulier vis-à-vis des Juifs. Mais ce brûlot a été écrit par un personnage qui allait jouer un rôle extraordinairement important dans l'histoire du XXe siècle, Adolf Hitler. Et c'est à travers ce livre qu'on peut comprendre l'histoire, qu'on peut comprendre ces agissements criminels une fois arrivé au pouvoir en 1933. Mein Kampf constitue donc un ouvrage fondamental pour la compréhension de l'histoire du tragique et criminel XXe siècle. Il faut bien comprendre, cela dit, qu'il ne s'agit pas d'un programme dans lequel seraient annoncées à l'avance des mesures qui seraient prises 10, 12, 15 années plus tard. Mein Kampf, c'est à la fois une autobiographie très stylisée et l'exposé d'une sorte de complexe idéologique à l'intérieur duquel Hitler va circuler pour prendre ses décisions. C'est un ensemble idéologique qui le pousse à agir. La deuxième question, c'est pourquoi aujourd'hui? Et là aussi, la réponse n'est pas très compliquée. Suivant les droits internationaux du copyright, au bout de 70 ans, mis à part quelques exceptions, un texte tombe dans le domaine public, c'est-à-dire que chacun peut s'en emparer pour faire absolument ce qu'il veut avec un ouvrage, une œuvre d'art, quoi que ce soit. Pour Hitler, il est mort en avril 1945, 70 ans plus tard, c'est janvier 2016, date à laquelle chacun, encore une fois, peut proposer sa propre édition de Mein Kampf. De manière par préparation, par anticipation, un certain nombre d'acteurs ont lancé il y a plusieurs années des entreprises d'édition critique. Donc, il y a les éditions Fayard en France, j'y reviendrai, et puis il y a surtout en Allemagne l'Institut für Zeitgeschichte, donc l'Institut d'histoire du temps présent à Munich, qui est le plus grand centre d'histoire contemporaine en Allemagne et qui a le mérite d'avoir une très très longue tradition, très prestigieuse, d'édition critique. Donc c'est par exemple, parmi 50 exemples, eux qui ont fait en 15 volumes les dits et écrits de Hitler en 1933, ou alors en 29 volumes, c'est eux qui ont publié le journal massif, monumental de Goebbels. En janvier 2016, comme promis, l'Institut für Zeitgeschichte a publié cette édition critique sous la direction de Christian Hartmann et qui a compté parmi les collaborateurs responsables du travail d'édition Ottmar Plöckinger, qui est vraiment le plus grand spécialiste de Mein Kampf actuellement. C'est une édition absolument monumentale, 2 volumes, dans un format très supérieur à celui qui est habituellement celui d'un livre, presque 2000 pages, presque 6 kilos, 3500 notes, bref, c'est une chose énorme où on apprend plein de trucs et peut-être pas tout à fait maniable. Comme on l'a vu en France, mais comme partout ailleurs, cette édition a suscité un intérêt médiatique absolument énorme. On en a beaucoup parlé dans la presse allemande. La réception proprement scientifique qui prend toujours plus de temps est en cours. Bien évidemment, des critiques sont formulées, c'est bien normal, mais chacun reconnaît l'ampleur et la qualité du travail fourni. Du côté français, les choses sont un peu différentes, dans la mesure où ça n'est pas une institution publique, mais une institution privée, les éditions Fayard, qui ont lancé cette entreprise il y a plusieurs années. Elles ont à ce moment-là commandé une nouvelle édition, une nouvelle traduction de Mein Kampf à Olivier Manoni, un excellent traducteur. Puis le projet s'est assoupi, il y a eu des changements à la direction de Fayard. Dans tous les cas, à l'été 2015, Sophie de Closet, le PDG, m'a sollicité pour relancer le projet. Et j'ai accepté à certaines conditions, mais très naturellement,
Ça fait plus d'un quart de siècle que je travaille sur l'histoire du nazisme, et en particulier l'histoire de la Shoah. Je considère encore une fois que Mein Kampf est une source absolument essentielle pour comprendre cette histoire et qu'il est nécessaire d'en avoir une édition critique, d'autant plus nécessaire évidemment que vous pouvez aller en librairie et acheter sans aucun problème légal une vieille édition, celle de 1934, dont la traduction est extraordinairement vieillie, qui n'a pas d'appareil critique et qui est donc libre à la vente. D'autre part, il est tout à fait possible de trouver online en 2 clics une édition digitalisée. Donc le texte est massivement accessible. L'important, c'est de faire en sorte qu'on puisse consulter une édition scientifique de qualité. À partir de là, mon action s'est dirigée dans plusieurs directions. La première, évidemment, c'était de constituer une équipe autour de moi, qui compte à présent 10 membres, 10 collègues, historiens, germanistes, français, allemands, spécialistes de l'histoire de l'Allemagne depuis la guerre de 14 jusqu'au Troisième Reich en passant par la République de Weimar, ou spécialistes de l'histoire des Juifs germanophones. Donc c'est une équipe avec une expertise croisée, comme ça, ajustée, et je veux ajouter aussi que ce sont d'excellents camarades, et c'est important parce que travailler sur une aussi longue durée sur un sujet aussi complexe est une vraie aventure humaine dont j'espère qu'elle se terminera comme elle se déroule actuellement. Ensuite, il fallait constituer un comité scientifique international avec des collègues historiens, spécialistes de l'histoire de la persécution des Juifs ou du nazisme en France, en Allemagne, en Israël. C'est eux qui seront d'une certaine manière le garant de la qualité scientifique du travail, et j'espère qu'ils pourront nous donner des conseils, des orientations pour faire en sorte que ce travail important soit de la plus grande qualité possible. Ensuite, donc, si le projet a la particularité de s'inscrire dans un cadre commercial, mais je vais préciser les choses tout à l'heure, il me semblait fondamental de l'inscrire dans un cadre institutionnel, public. Donc, le projet en cours d'édition critique française de Mein Kampf s'inscrit dans le cadre de l'équipe de recherche Histoire et historiographie de la Shoah à laquelle je participe, au sein du Centre de recherche historique à l'EHESS. Il bénéficie, c'est la raison pour laquelle je fais cette interview, d'un soutien sur une période de 3 ans du LabEx TEPSIS. Enfin, nous bénéficions du soutien également très précieux à mains égards de l'Institut historique allemand de Paris. Une fois cet environnement constitué, un enjeu important était évidemment d'arriver à créer un partenariat avec l'Institut für Zeitgeschichte à Munich. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça n'avait aucun sens de faire une édition alternative en partant de zéro, sans tirer bénéfice de l'extraordinaire travail réalisé par nos collègues allemands qui sont très versés dans les questions d'édition scientifique. C'est la raison pour laquelle nous sommes parvenus à un accord suivant lequel nous ne nous contentons pas, nous ne faisons pas un transfert mot à mot de l'édition allemande, mais nous avons la possibilité de l'adapter à un public français. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que nous allons faire en sorte que cette édition soit plus lisible pour un public qui n'est pas familier forcément avec tous les aspects de l'histoire allemande. C'est du fait de ce partenariat que le volume final sera sous la codirection d'Andreas Wersching, qui est le directeur de l'Institut für Zeitgeschichte, et de moi-même. Avant de présenter les principes d'édition, j'aimerais juste revenir brièvement sur ce livre, qui est un livre très très compliqué en fait. Donc d'abord, il faut rappeler qu'au moment où il l'écrit, Hitler, qui est un autodidacte, est en quelque sorte au creux de la vague. Il s'est engagé dans la politique quelques années plus tôt. En novembre 1923, il y a ce fameux putsch
contre le gouvernement bavarois qui échoue lamentablement. Hitler est arrêté, il est jugé, il est emprisonné, et c'est au début dans la prison de Landsberg que Hitler écrit ce livre, donc Mon combat. À la fois, il est au creux de la vague, mais aussi il est dans une phase d'ascension, bizarrement, parce que le procès a médiatisé sa personne au sein du Reich allemand. Cela dit, au moment où il écrit, il ne peut absolument pas imaginer, personne ne le peut, que 10 ans plus tard, hein, il se retrouverait évidemment au sommet du pouvoir et à la tête du Troisième Reich. C'est un livre compliqué, alors, outre le fait qu'il fait 700 pages. Et ça, c'est important de le souligner, 700 pages écrites dans un style dont on peut dire qu'il n'est pas très fluide, souvent incompréhensible, redondant, difficile, rebutant. C'est un livre donc qui cumule plusieurs finalités. Une des finalités sur laquelle vraisemblablement on n'a pas assez insisté dans l'historiographie, c'est le fait en fait que Hitler dans ce livre met les choses au clair, à la fois dans son idéologie et sur lui-même. Donc c'est un moment où se crée, où s'amende, mais où se fixe le cadre idéologique qui ne va guère changer dans les décennies qui vont suivre. Ensuite, Mon combat, c'est un récit autobiographique, évidemment très arrangé, où l'auteur se présente sous le meilleur jour possible vis-à-vis des finalités qui sont les siennes, de la naissance jusqu'à ce fameux putsch de novembre 1923. Dans le même temps, c'est aussi une histoire, une brève histoire hein, du Parti national-socialiste qu'il a rejoint quelques années plus tôt. C'est aussi un livre dont Hitler espère qu'il aura un effet dans le présent ou dans le futur très très proche, une fois qu'il sera sorti de prison. Et donc c'est aussi une manière pour lui de se positionner dans le champ politique de la droite extrême völkisch. Et enfin, et peut-être de manière plus importante encore, c'est une description, une explicitation de ce que l'auteur pense sur un nombre très important et de sujets par ailleurs très diversifiés. C'est le moment où il fixe sa vision du monde, suivant le terme allemand, et où il explicite ce qui le pousse à agir. La complexité intrinsèque du livre explique pourquoi il faut procéder dans son édition critique à plusieurs opérations. Et ça a été le travail de nos collègues allemands de l'Institut für Zeitgeschichte. Au fond, il y a 3 opérations fondamentales. La première, c'est de corriger ou de réfuter, puisque évidemment, les informations qu'Hitler, par exemple, donne sur sa vie sont soit mensongères, soit des demi-vérités, soit des quarts de vérité, et que donc il convient de rectifier la vérité vis-à-vis du lecteur. Par exemple, évidemment, Hitler, contrairement à ce qu'il affirme dans Mein Kampf, n'a jamais été contraint par la misère à faire des travaux physiques à Vienne quand il avait 20 ans, et donc ça n'est pas là qu'il a eu l'occasion de fréquenter, comme il l'affirme, les classes populaires desquelles il était séparé dans son jeune âge. Donc ça, c'est un élément important de compréhension et de distance critique vis-à-vis du texte. Il en est de même, évidemment, sur d'autres éléments factuels qui concernent la politique, que sais-je, l'économie, les sciences, le darwinisme, enfin tout un ensemble de sujets. La deuxième opération, c'est l'opération très importante et fondamentalement historienne de contextualisation. Je suppose que le lecteur n'en saura pas beaucoup plus que moi au départ sur, mettons, l'histoire de cette nation plurinationale qu'était la double monarchie austro-hongroise à la fin du XIXe siècle. Or, Hitler en parle, il dit des choses dessus. Si on ne connaît rien, évidemment, du contexte historique, on n'est pas à même de comprendre la profondeur, la réalité du discours qu'il développe. Cette contextualisation concerne certes
le contexte historique, le présent et le passé récent de l'auteur au moment où il écrit, mais il s'étend aussi, et c'est là un des grands mérites, je crois, du travail réalisé par nos collègues allemands, sur les sources d'Hitler. Alors c'est un sujet compliqué parce que Hitler a décidé dans Mein Kampf de ne jamais indiquer d'où il a tiré telle ou telle affirmation idéologique, faisant comme si il était un démiurge créant une nouvelle idéologie. Évidemment, ça n'est pas le cas. Donc le travail qu'a fait l'Institut für Zeitgeschichte, c'est au fond de lire les productions en termes de presse ou de discours ou d'ouvrages contemporaines de la rédaction et de voir les sources éventuelles de Hitler, c'est-à-dire de constater qu'il y a une homologie très forte entre ce qui a été écrit auparavant par un autre ou dit auparavant par un autre et ce que Hitler affirme ensuite. Donc on n'est pas là dans la preuve, mais ce qu'on sait et ce qu'on prouve, dans la preuve du fait qu'il a utilisé telle ou telle source, mais ce qu'on prouve, c'est que Hitler se situe dans un courant idéologique massif, diversifié. Hitler n'est pas un créateur d'idéologie à proprement parler, c'est quelqu'un qui rassemble, qui réarticule un certain nombre de présupposés idéologiques dans un certain but. Donc, ce travail vraiment très minutieux, très remarquable de référencement des affirmations idéologiques permet là aussi de prendre de la distance par rapport au discours que Hitler développe sur lui-même. Et puis enfin, la troisième tâche, c'est d'expliquer. Donc, par exemple, expliquer l'histoire et expliciter le contenu de certaines notions idéologiques ou de concepts qui sont particulièrement complexes. Expliquer aussi, et c'est là une chose importante, en quoi, éventuellement, des présupposés idéologiques formulés en 1924 ou en 1925 ont trouvé des concrétisations une dizaine d'années plus tard, à partir du moment où Hitler est devenu le chancelier du Reich en 1933. C'est donc une manière de comparer les idées formulées de manière précoce et une pratique plus tardive du pouvoir. Donc voilà le travail qui a été fait par l'Institut für Zeitgeschichte. Évidemment, notre édition sera différente sur un certain nombre de points. Le premier aspect que j'aimerais souligner, c'est le fait que leur travail était au fond beaucoup plus capital que ne le sera le nôtre. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de créer l'édition de référence, tout simplement, et l'édition de référence au niveau mondial. Ça n'est pas notre ambition. Ce qui veut dire que nous pourrons, par exemple, nous dispenser de produire le relevé de toutes les différences textuelles entre les plus importantes éditions de Mein Kampf entre 1925 et 1945. Si un lecteur est intéressé, il a tout loisir de se reporter à l'édition allemande. Par ailleurs, parce que l'enjeu pour nos collègues allemands, c'était de faire une édition de référence au niveau mondial, ils ont privilégié, je crois, l'exhaustivité, de telle sorte qu'il ne reste pas un bout de phrase qui ne soit expliqué de manière extrêmement détaillée. Le parti pris que nous avons adopté est différent, c'est un parti pris de maniabilité, de lisibilité. Ce que nous essayons de faire, c'est de rendre plus aisée la lecture de Mein Kampf, qui de toute façon demeurera une épreuve. Pour rendre cet ouvrage plus facilement abordable par le lecteur, nous allons donc adapter l'appareil critique allemand, l'alléger, non pas tant d'ailleurs qu'on réduise le nombre de notes, parce qu'au fond on conserve presque la totalité des notes, mais en réduisant très, très fortement la longueur. On ne garde que ce qui est essentiel, directement utile au lecteur pour comprendre le texte de Hitler.
Mais ce travail d'adaptation n'est pas le seul que nous faisons parce que, évidemment, il est nécessaire pour l'édition française d'ajouter un certain nombre de choses. La première chose, c'est que les connaissances de base d'un côté et de l'autre du Rhin concernant l'histoire allemande ne sont pas les mêmes. Et donc il est nécessaire pour un lecteur français de préciser un certain nombre de choses qui sont évidentes pour le lectorat allemand. Ensuite, dans un certain nombre de cas, nous avons pensé, à l'inverse de nos collègues allemands, qu'il était nécessaire d'ajouter une note pour expliciter ou pour analyser un passage qui nous semble important. Donc, on adapte, on développe, mais aussi on essaye de faire en sorte que, de la même manière que toutes les informations sont sourcées, sont référencées à l'intérieur de l'édition allemande, il en soit de même pour l'édition française. Mais on se trouve confronté à un problème, évidemment, qui est que l'appareil bibliographique utilisé par nos collègues est en allemand. Or, notre cœur de lectorat sera fondamentalement un lectorat non germanophone, puisque le lecteur qui s'intéresse à la question et qui lit l'allemand peut tout à fait se reporter à l'édition allemande. Donc, un des travaux qu'on essaie de faire, c'est de substituer à cette bibliographie allemande une bibliographie principalement française, mais aussi anglaise, qui permettent de référencer, de sourcer la totalité des informations que nous avons conservées dans l'appareil critique. Et c'est une opération également très intéressante qui permet de voir, d'une certaine manière également, la pauvreté relative de l'historiographie française sur l'Allemagne ou sur l'Autriche-Hongrie. Et puis, il y a un autre élément important, là aussi un parti pris qui est différent pour nous et pour l'Institut für Zeitgeschichte, qui s'est contenté d'une seule introduction générale et qui a considéré ensuite qu'il fallait donner aux lecteurs contemporains la possibilité d'avoir face à ce texte le même type d'expérience qu'un lecteur du passé, que ce soit 10 ans, 50 ou 90 ans auparavant. C'est-à-dire qu'il se débrouille. Or, je pense, on a pensé que, au fond, c'était là un aspect compliqué parce que l'ouvrage est vraiment complexe. Et donc, on a souhaité accompagner plus loin notre lecteur en ajoutant, pour chaque chapitre, donc pour chacun des 27 chapitres, une introduction qui contient, entre autres éléments, donc un résumé critique qui permettra au lecteur de prendre connaissance du contenu du chapitre avant, le cas échéant, d'en entamer la lecture, et puis une réflexion, un développement, à la fois sur les sources de Hitler, et puis aussi sur les effets qu'il souhaite avoir sur son lecteur, et les moyens qu'il utilise à cette fin. Et c'est là, évidemment, qu'on peut se permettre de corriger, par exemple, les données biographiques. Le lecteur ainsi aura la possibilité de s'apercevoir de ces mensonges, non seulement dans les notes en bas de page, mais aussi dans l'introduction. La dernière différence tombe sous le sens, c'est évidente. L'édition française est une édition française, alors que l'édition allemande est en allemand, ce qui veut dire que nos collègues ont été dispensés de la question de la translittération d'une langue dans une autre, de la question de la traduction. Or, c'est un élément fondamental, que ce soit pour les notes, évidemment, on a besoin de le faire, mais aussi pour le texte. Donc, je l'ai dit, le grand traducteur Olivier Mannoni a refait intégralement la traduction de Mein Kampf, mais nous avons pensé qu'il était nécessaire de l'appuyer en révisant mot à mot pratiquement cette traduction, de manière à espérer faire en sorte que l'édition qui sortira et qui sera pour quelques années d'édition de référence ait le moins d'erreurs possibles. Traduire, c'est très compliqué. Traduire Mein Kampf, c'est encore plus compliqué. Trouver des équivalents français pour des expressions allemandes malheureuses, c'est vraiment une tâche éminemment complexe. Dans tous les cas, vraisemblablement, il y aura des erreurs. Il faut l'accepter. Simplement, ce qui est important, me semble-t-il, c'est de pouvoir se dire qu'on aura fait le
maximum. Voilà donc ce programme, cette entreprise collective dans laquelle nous sommes embarqués déjà depuis 1 an et demi, 2 ans. Je n'imagine pas que son résultat puisse être présenté au public avant l'année 2019. Je crois que c'est un enjeu très important, fournir aux lecteurs français, c'est-à-dire aussi aux enseignants, aux étudiants, une version critique de cet ouvrage. J'imagine également que, chemin faisant, nous contribuerons à démythifier cet ouvrage, qui apparaît à beaucoup comme un ouvrage maléfique ou sulfureux, susceptible de convertir son lecteur à l'antisémitisme ou au nazisme. Grâce à cette édition critique, on verra à quel point il s'agit d'un texte daté, dont l'influence dans le passé est proprement monstrueuse, mais dont nous ne pensons pas qu'il puisse en avoir dans le présent.